vais donc demander à Julien de bien vouloir me rejoindre pour initier donc la dernière séquence de cette table ronde de ce matin sur justement 20 ans de politique jeunesse, avec un angle assez particulier, hein, c'est politique jeunesse territorialisée, quelle mise à jour. Voilà, Julien, c'est à toi, merci beaucoup. Merci Sébastien, merci également à vos intervenants pour cette partie. Et on va effectivement parler maintenant un peu plus encore de compétences, de mise à jour un peu nécessaires avec deux angles, un angle politique et un angle un peu plus technique avec des professionnels et avec le CNFPT. Je vais inviter à me rejoindre sur ce plateau le président du conseil départemental de la Meuse, monsieur Jérôme Dumont, ainsi que Fabienne Ménan, qui est responsable des affaires scolaires et périscolaires de la mairie de Saint-Chamond et qui représente l'ANDEV. Merci à vous deux de nous rejoindre et de rejoindre Iban et Rémi pour cette fin de matinée. Je sais que vous avez un impératif, Monsieur le Président, donc on va essayer de vous libérer dans les temps. Merci de votre présence et puis de votre présence depuis hier, parce que du coup, vous avez suivi les débats. On a eu l'occasion de vous entendre hier pour parler déjà du rôle du département de la Meuse. Ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est de vous avoir en tant que président du département, mais également la fonction que vous occupez à Département de France, puisque vous êtes président du groupe de travail éducation et jeunesse. C'est-à-dire qu'avec vos homologues présidents, c'est des sujets que vous connaissez. Peut-être une réaction déjà à tout ce que vous avez entendu ce matin sur la question du millefeuille, de la lisibilité, de la communication, de la multitude de projets. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà ? Alors, beaucoup de choses. J'aurais vraiment beaucoup de choses à dire. Et la première chose, c'est vraiment, je voudrais remercier les jeunes pour leur maturité. Je suis pas toujours d'accord avec ce que vous avez dit et je vais un peu vous provoquer aussi parce qu'à un moment donné, on est là aussi pour ça. Mais il y a beaucoup d'échanges qui sont vraiment intéressants et sur la territorialité, c'est difficile à dire. Je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que il faut pas avoir une vision unique. C'est-à-dire que vous l'avez dit, on doit pas intervenir de la même façon quand on est dans la ruralité et quand on est dans l'urbain. On ne doit pas intervenir quand on est de la même façon quand on est dans un département comme l'Allier ou la Meuse et comme la Seine-Saint-Denis. Par contre, ce qui est important, et c'est là où c'est difficile sur les politiques jeunesse, c'est qu'est-ce qui finalement nous rassemble? Qu'est-ce qui va rassembler les jeunes de notre pays? Et je vais en venir là sur le SNU. Moi, j'ai une vision qui est un peu différente de la vôtre parce que alors, je suis dans un territoire, moi, c'est Verdun, c'est la Meuse, c'est la mémoire. C'est pas nous qui portons le SNU puisque c'est l'éducation nationale, c'est dans les lycées. Mais pour y avoir été sur 2 sessions, je trouve que votre regard, il doit pas être aussi fermé sur ah non, mais moi ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Il faut aussi que les jeunes vous alliez sur des champs et des centres d'intérêt qui ne sont pas les vôtres, parce que sinon tout le monde va être en silo et il y aura pas d'échange. Et il faut que les jeunes de la ruralité aillent voir les urbains, les citadins, etc. Et que si tu n'aimes pas le sport, que tu ailles voir quand même ce qui s'y passe, parce que pour la santé, ça va être important. Si tu aimes bien l'environnement, que tu rencontres quelqu'un qui va être, alors j'espère qu'il n'y en a plus beaucoup, qui va être opposé au réchauffement climatique ou que ça n'interpelle pas. Mais ce vivre ensemble-là, il doit être important. Et aujourd'hui, bah, le SNU est une possibilité. Alors, je suis d'accord avec vous, ça ne doit pas être obligatoire, ça doit être sur la base du volontariat. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'important que vous n'ayez pas cette idée que ce soit quelque chose qui soit complètement ringard parce que c'est obligatoire, parce que c'est l'armée, parce que c'est. Et franchement, moi, pour les retours que j'ai eus, à la fin, on voit bien qu'il y a une modification entre je viens parce que et au bout de 15 jours, ils sont modifiés. Enfin, ils sont modifiés, ils ont des intérêts différents. Voilà, là, c'est ce que je voulais dire. Et c'est important aussi. J'ai marqué les invisibles, en fait. On en parle beaucoup dans nos politiques. Vous êtes des jeunes engagés. Il y en a qui vont être engagés dans le sport, dans le foot, dans l'environnement, dans les associations. Que fait-on de ceux qu'on ne voit jamais, en fait, et qui vont être absents de nos politiques? Et le SNU peut être un exemple. Et je ne suis pas forcément favorable au SNU de manière obligatoire, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'on se rassemble et qu'on a une vision commune en France. Moi, j'ai des filles qui sont parties à l'étranger étudier. Elles sont revenues aux États-Unis et en ce moment en Allemagne. Elles ont un regard différent sur ce qui se passe là-bas. C'est pas pour ça que c'est très bien, hein, mais il faut avoir des opinions différentes. Il faut que vous forgiez vos propres opinions en allant voir ce qui se passe ailleurs.
Alors, en complément de vos propos, on aura dans quelques instants Jérôme Alemani qui sera avec nous en visio, qui est vice-président du conseil départemental de Loire-Atlantique et qui illustrera une action concrète de son département avec la mise en place du revenu jeune qui a été lancé il y a quelques mois. Donc, il sera avec nous pour compléter vos propos. Vous disiez hier que vous êtes président du conseil départemental de la Meuse depuis les dernières élections. Avant cela, vous occupiez le poste de vice-président sur le modèle de M. Riboulet, d'ailleurs, un allié, en charge des politiques jeunesse. C'est-à-dire que c'est un domaine que vous connaissez bien. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réflexion autour de quel est le bon échelon pour mener une politique jeunesse coordonnée, logique. Voilà. Vous, ce que j'entends, c'est que le bon échelon, c'est l'échelon départemental. Alors évidemment, je pense que c'est le bon échelon, mais encore une fois, je pense que ça va dépendre des territoires. Il y a le premier adjoint de Villeurbanne, on a discuté. Villeurbanne, c'est 160 000 habitants, je crois, ou 152 000. J'ai 185 000 habitants dans le département de la Meuse. Donc, je pense que Villeurbanne, l'échelon, c'est pas forcément le conseil départemental. D'ailleurs, je crois que c'est l'agglo de Lyon. Mais par contre, pour un département, et je pense que c'est pareil pour l'Allier ou la Meuse, on va être en lien direct avec les agglos, avec les EPCI et avec la région ou l'État. Et on va pouvoir le faire. Mais le pire, ça serait que chaque collectivité fasse sa politique jeunesse et qu'il n'y ait pas de. Il faut qu'il y ait une subsidiarité, c'est-à-dire que on soit pas chacun dans nos silos, mais qu'on puisse dire bah voilà sur tel territoire, bah, je pense que c'est mieux que ça soit l'agglo lyonnaise, enfin la métropole lyonnaise. Pour un département rural, bah, ça va être le département. Et je vais vous donner un exemple concret sur les politiques jeunesse qu'on a pu mener. Alors pourquoi ça nous paraît important puisque on est déjà dans le cadre de la PMI, on a les collégiens, on a toute la politique insertion, donc le RSA, même si c'est après 25 ans. Donc on est au cœur des politiques et on côtoie la jeunesse en permanence. Je vous donne un exemple qui est en lien avec le précédent débat. Confinement. Donc, dans le département de la Meuse, nous n'avons pas d'université, mais on a des étudiants sur les écoles d'infirmières, sur des BTS. Et en fait, on se rend compte, les élus, en discutant avec certains étudiants, pendant la période de confinement, bah, ils ne pouvaient plus travailler. Alors, vous allez dire, c'est pas normal qu'un jeune ne puisse plus aller travailler et soit obligé de travailler pour payer ses études. Mais c'est la réalité. Il va au McDo, donc tout est fermé, plus de revenus complémentaires. Donc, ils se retrouvent dans des situations de précarité importantes, y compris dans un département où il n'y a pas forcément de difficultés, de pauvreté, alors qu'ils sont en train de faire leurs études. Donc, ce qu'on a fait avec l'agglomération de Verdun, notamment avec l'éducation nationale, c'est que on a apporté une subvention exceptionnelle pendant le confinement. Vous allez dire c'est pas beaucoup, mais à l'échelle du département c'était beaucoup, de 120 € à tous les étudiants boursiers du département. On les avait identifiés, ils étaient 1600 et il y en a 1300 qui ont répondu. Donc, et on l'a fait avec notre service jeunesse du département, c'est-à-dire qu'on a su s'adapter à un problème. Je suis pas sûr, et là je vais le dire, je crois qu'il y a une représentante de la région, que ça aurait été possible si ce qu'on appelle le chef de file A, c'est la région, si ça avait été le cas, si c'était porté par le conseil régional. Parce que le conseil régional est à Strasbourg, chez nous, même s'il y a des antennes locales, cette réactivité, le département peut l'avoir. Merci. Plus facilement, évidemment. C'est vrai qu'on a l'impression que les compétences suivent un peu le jeune en lien avec le scolaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les mairies, bon bah voilà, vont agir. On voit bien, conseil municipal des jeunes, bah, j'en avais un dans ma commune qui était porté par la commune, puis après au collège j'ai plus rien parce que mon département le fait pas, ou au contraire le fait. La région va dire, bah je m'intéresse plutôt aux lycéens et aux universités. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas à travailler quelque chose pour qu'il y ait un parcours peut-être plus logique, plus lisible? C'est pour ça qu'on a, on a lancé un collectif jeune qui va de 11 à 30 ans. Hein. Donc, c'est cet objectif-là. Puis, les jeunes évoluent vite. Et puis, la difficulté dans un département rural, je pense que c'est pareil pour l'Allier, c'est que les jeunes, une fois qu'ils ont fait ils ont passé leur bac, ils partent du territoire. Donc, c'est comment on les garde et comment on garde le lien avec les jeunes. Je vais vous donner deux autres exemples concrets parce que moi, j'aime bien être le plus concret possible. On a fait un budget participatif où on avait fléché
donc un budget participatif, un investissement d'1 million d'euros. On avait fléché 200 000 euros pour des projets portés par les jeunes. Et on a eu des sujets, et ça revient encore une fois à la table ronde précédente, sur les serviettes hygiéniques dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des témoignages, mais vraiment touchants, de jeunes filles qui nous disaient, mais on n'a pas de serviettes hygiéniques. Donc, on a mis, et ça coûte rien, un distributeur dans des collèges. C'était une volonté, enfin, c'était une idée qui venait des jeunes et des jeunes filles. Donc, on va essayer de le généraliser, mais on peut pas le faire dans les collèges et dans les lycées. Ça, c'est un Pourquoi est-ce que vous pouvez pas le faire dans les collèges et les lycées? C'est compliqué Si d'entrer. c'est pas très cher. Si c'est compliqué d'entrer dans d'entrer dans les établissements scolaires de l'éducation nationale, et puis ça reste quelque chose qui est assez difficile à imposer aussi. Donc là aussi, c'est les difficultés. Quelque part, je trouve que ça illustre parfaitement les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté en tant qu'élu, avec des volontés politiques, avec des actions on sait que le côté financier est très important. Vous dites c'est une action qui coûte pas très cher, qui est hyper utile, c'est remonté par les jeunes, et puis il y a un frein qui est difficilement palpable sur le fait que vous, président du département, vous avez du mal à l'imposer, ou en tout cas à collaborer avec les lycées pour pouvoir le mettre en place. Après, ce qui est clair, et je vais terminer là-dessus, sur l'éducation, enfin sur pourquoi l'échelon départemental est, à mon avis, l'échelon qui est le plus intéressant pour mener des politiques jeunesse. Moi, ma première vice-présidente est chargée de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. En fait, on se rend compte que tout passe par l'éducation, tout passe par les collèges dans nos politiques. Ça a été dit tout à l'heure, si on veut développer les circuits courts, la grille locale, la santé, eh ben on va faire une expérimentation dans les collèges. Si on veut faire du développement durable, vous avez parlé tout à l'heure de Greta Thunberg, si on a un projet avec le Shift Project, on va passer par, donc c'est l'équipe de Jean Covici, on va passer par les collèges. Tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est transition énergétique, on va prendre des exemples dans les collèges. Donc, en fait, on se rend compte vraiment que l'éducation et les collèges sont le pivot, et que quand on veut mener une expérimentation, on passe par les collèges. Mais je vous rejoins aussi, c'est que une fois que les jeunes, vous êtes au lycée ou en amont, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais l'échelon, je pense que il est le plus pertinent. Enfin, l'échelon départemental est le plus pertinent. Je vais pas vous dire l'inverse. Évidemment, je suis représentant de l'ADF ici, mais j'en suis vraiment persuadé pour les départements ruraux. Alors, quand j'entends certains collègues, on était à l'ADF la semaine dernière, la collègue des Bouches-du-Rhône nous dit je suis un département rural. Tout le monde reprend cette idée de ruralité. Enfin, même ici, je sais plus qui en parlait hier. C'était la Haute-Garonne, je crois. On est un département rural. J'ai regardé 1 400 000 habitants. Donc, je veux bien que ce soit des départements ruraux. Toulouse, et puis tout à l'heure, il y a c'est quel département qui va intervenir? Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Oui, ça va être très rural en Loire-Atlantique, mais nous, on a 30 habitants au kilomètre carré, donc c'est vraiment des approches qui sont différentes. Du coup, c'est un exercice pas facile pour vous d'arriver à mener des débats au niveau national avec des départements aussi variés, et peut-être même des présidents, sans parler de politique politicienne, on va dire, mais avec des visions peut-être très différentes de comment doit être portée la politique jeunesse. Je suis coprésident de cette commission éducation jeunesse, et le deuxième président coprésident est le vice-président de Seine-Saint-Denis. Donc, je le disais hier. Toute la palette. Donc, nous, moi, je suis membre du groupe DCI, droite, centre et indépendant. Lui est représentant du groupe de gauche. Ça n'empêche qu'on se retrouve sur des problématiques qui sont différentes. Et j'en reviens à ce que je disais avant. C'est sûr que les problématiques en Seine-Saint-Denis et dans le département de la Meuse, elles sont différentes en termes de mobilité, en termes d'accessibilité à la culture, au sport. Mais ça n'empêche que on s'y retrouve quand même, et qu'on travaille plutôt en bonne intelligence. C'est deux exemples évidemment opposés, mais il faut pas qu'on soit dans l'opposition, il faut qu'on soit dans la construction de quelque chose qui soit cohérent pour l'image du vivre ensemble au niveau national, parce que c'est ça qui doit être important. C'est qu'est-ce qu'on veut donner comme valeur à notre jeunesse, et valeur commune, pas on va imposer une valeur, mais les valeurs de la République. Je me tourne vers
les représentants de l'éducation nationale, les valeurs de la République, elles sont à partager entre tout le monde et toute la jeunesse. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aussi sur le service universel, c'est quelque chose, mais sur qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous rassemble, que l'on soit ici dans l'Allier, dans le Sud-Ouest, dans le nord de la France. Et ça, il y a une réflexion à avoir aussi. Merci beaucoup pour votre intervention, puis le dynamisme que vous mettez autour de ces questions de jeunesse. Et ça fait plaisir de voir des présidents de conseils départementaux issus avec des mandats dans les boutiques jeunesse, où on sent que vous… Et voilà, c'est un sujet qui vous anime, qui vous passionne. Ça doit se sentir, et je pense que les jeunes de Meuse ont de la chance. Juste une petite anecdote. Hein. Pourquoi on m'a donné la délégation jeunesse, et ça va vous faire sourire les jeunes, c'est que quand j'étais élu lors de mon précédent mandat, j'étais quasiment le plus jeune du département. Donc j'étais content et j'en parle à mes enfants. Ils me disent mais papa, t'es pas jeune, t'es vieux. mais pour la plupart des élus du département, j'étais le petit jeune qui avait envie de faire des choses. Bon, j'ai 45 ans, vous voyez, je suis un vieux maintenant, mais tout est toujours relatif et j'ai été enseignant pendant 20 ans. C'est sûr que à partir du moment où on arrive à un certain âge où on nous appelle monsieur, c'est qu'on devient un peu vieux. Merci. J'allais dire Monsieur le Président, mais du coup, merci Jérôme. Si vous avez encore quelques minutes pour rester avec nous, peut-être pour réagir aux propos de Jérôme Alemany, et puis après on laissera effectivement Iban et Rémi réagir. Jérôme Alemany, vice-président donc du Conseil départemental de Loire-Atlantique, vous êtes avec nous ? Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement, très bien. Bienvenue, donc, même si nous sommes en distanciel avec vous sur cette table ronde sur les questions de politique jeunesse et de compétences, l'échelon départemental. On avait envie de vous avoir ce matin, monsieur le vice-président, pour que vous puissiez illustrer une action concrète du département, puisque vous êtes dans les premiers départements en France à lancer le revenu jeune, lancé il y a vraiment juste quelques mois, donc on n'en fera pas une évaluation aujourd'hui, loin de là. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le parcours que vous avez pris pour arriver à cette expérimentation. Et puis sur le pourquoi, le constat, c'est quoi ? C'est qu'il y avait un peu un trou dans la raquette et que vous vous êtes dit le département doit prendre sa place pour gommer ce trou. D'abord, merci de votre invitation. Merci au conseil départemental de l'Allier de l'invitation et de l'organisation de NeuchPro. Puis je salue évidemment mes collègues élus, notamment des départements, et monsieur le président Jérôme Dumont qui porte un très joli prénom. Effectivement, notre… Et juste pour l'anecdote, je suis venu avec Jérôme Stein, qui est le nouveau conseiller délégué à la jeunesse au conseil départemental. Donc évidemment, Jérôme est un beau prénom. Parfait, nous sommes bien d'accord. C'est d'abord en Loire-Atlantique un engagement fort qui a été porté l'année dernière lors des élections départementales par la majorité de gauche et écologiste du département. C'était la proposition phare, voilà, expérimenter un revenu jeune pour les 18-24 ans qui n'ont pas de ressources ou pas de soutien familial. Pourquoi cette proposition ? Parce que on a fait, comme je pense tout le monde, le constat que cette tranche d'âge était la plus frappée par la pauvreté. Ça nous a tous sauté à la figure pendant les confinements, mais enfin, je pense que la situation existait bien évidemment auparavant, et puis qu'elle reste, elle demeure même après les périodes de confinement. Donc 23% de jeunes situés sous le seuil de pauvreté, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Difficulté à se former, difficulté à entrer dans la vie active, difficulté à accéder au logement, difficulté tout simplement à faire des choix, à construire son parcours en faisant des choix libres, non contraints. On le sait, oui, effectivement, trou dans la raquette, tout le monde le dit sur le système de protection sociale français. La solidarité dans notre pays et d'autres, elle est renvoyée à la question de la famille. C'est à la famille d'aider son jeune. Or, je pense qu'il n'y a pas plus inéquitable que ça, puisque toutes les familles ne sont pas en situation de pouvoir aider, ne serait-ce que financièrement, leurs jeunes. Elles n'ont pas les codes, elles n'ont pas les infos, elles n'ont pas les réseaux. Et puis, bien évidemment, il y a la situation de tous les jeunes qui ne sont plus en contact avec leur famille, qui sont en rupture ou qui n'ont tout simplement plus de parents, et on en connaît un certain nombre dans nos départements, puisqu'on est en charge de l'aide sociale à l'enfance. Donc l'idée, elle est d'assumer le jeune majeur à partir de 18 ans comme un citoyen à part entière,
qui est capable d'être aidé par la collectivité, par le département. Donc, en tout cas, c'est le sens de cette expérimentation pendant 3 ans en Loire-Atlantique. Comment est-ce qu'il se concrétise, ce revenu? Quel jeune y a droit? Comment se fait le parcours pour y avoir droit et ça donne quoi concrètement? Alors, on n'a pas voulu dessiner un profil unique des jeunes. Les jeunes, voilà, parmi les premiers bénéficiaires, on voit une grande diversité de situations, hein. Ça peut être des jeunes, voilà, des jeunes, comme j'ai dit, des jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui n'ont pas de soutien familial et qu'on va continuer à aider passer leurs 18 ans. Ça peut être des jeunes qui ont une famille, mais une famille pauvre. J'ai en tête l'exemple d'un jeune, voilà, une famille monoparentale qui commence des études en maison familiale rurale dans un département voisin. Et tout simplement, alors il a des bourses lycéennes, mais voilà, c'est loin d'être suffisant pour couvrir l'ensemble de ses charges. Un jeune comme ça est aidé par le département pour pouvoir suivre sa formation en maison familiale rurale, même en dehors du département, pendant l'année, parce que sa famille, sa maman en l'occurrence, ne peut pas le faire. Donc comment ça se passe? On a des prescripteurs et des instructeurs. Les prescripteurs, ça peut être les CCAS, nos espaces départementaux des solidarités, ça peut être des associations, et puis des instructeurs, c'est ceux qui formalisent la demande et qui versent financièrement l'allocation mensuelle. Ce sont les missions locales. On a la chance d'être très bien maillé en Loire-Atlantique par le réseau des missions locales. Et donc, on a déjà poussé 1 million d'euros dans les missions locales pour qu'elles versent très rapidement les allocations. C'est une particularité de notre dispositif qu'on a voulu rapide, souple. On n'attend pas d'avoir vu le jeune 4 fois, d'être mis d'accord sur certains engagements. Quand le travailleur social, quand le professionnel dans la mission locale juge que le jeune doit être aidé rapidement, l'allocation, elle est ouverte dans le mois. S'ouvre une période de 4 mois pendant laquelle un accompagnement doit être mis en œuvre. Et le jeune doit être actif dans cet accompagnement, bien évidemment. Mais on fait les choses dans cet ordre-là, pas dans l'inverse. On n'attend pas d'être d'accord pour aider financièrement le jeune. Et on sait que c'est une des clés, puisqu'on a beaucoup concerté pour concevoir ce dispositif. Tous les acteurs nous ont dit, il y a des dispositifs pour aider certaines parties de la jeunesse, mais on manque d'un levier rapide, souple, pour répondre à des situations critiques et entamer à partir de là un parcours d'accompagnement avec les jeunes pour les emmener plus loin. Donc, notre revenu jeune, il est là pour servir quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de contrat d'engagement jeune, de service civique, quand le jeune n'est pas encore en situation de s'inscrire dans la durée dans des dispositifs comme ça, il y a le revenu jeune de Loire-Atlantique. Vous disiez en introduction que c'était un des axes forts de la campagne des élections départementales sur votre département. Ça aurait du coup pu être un sujet un peu clivant sur le plan politique. Là, il y a eu un vote à l'unanimité, je crois, du conseil départemental. Ça veut dire que vous êtes arrivé à rassembler autour de ce sujet jeune et de la mise en place de cette expérimentation. Ça me paraît pas anodin. Oui. Oui, alors c'était un sujet clivant, effectivement, entre la majorité départementale et la minorité. Je ne vous cache pas que pendant toute la campagne et le début du mandat, on s'est opposé sur ce sujet. Je pense qu'on a donné certaines garanties. Le fait qu'il y ait un accompagnement, un engagement du jeune dans son parcours. Le fait qu'on parte sur des délais courts de 4 mois, puis renouvellement possible par période de 3 mois avec un poursuite de l'accompagnement, engagement sur les objectifs et puis suivi. Le fait qu'on mette en œuvre un comité de suivi d'expérimentation, donc tous les acteurs qu'on a concertés pour concevoir le dispositif, on continue à les associer, donc ce soit les acteurs, les missions locales bien évidemment, les acteurs de la protection de la jeunesse, protection de l'enfance, les acteurs de l'éducation populaire, l'université, etc., les grandes associations de solidarité. On les associe dans un comité de suivi d'expérimentation et bien évidemment, on y associe également la minorité départementale. Donc, au final, on a eu l'unanimité, oui,
du groupe majoritaire et de la minorité. Sur ce dispositif, moi, je m'en réjouis parce que mes collègues de la minorité, je pense qu'ils connaissent très bien des situations de jeunes face auxquelles ils n'ont pas de réponse aujourd'hui. Ils en ont tous en tête et voilà, il fallait pas. Enfin, la situation de la jeunesse ne doit pas faire l'objet je pense, de faux semblants ou de postures politiques. Voilà, il y a à répondre à une urgence et c'est très bien qu'on le fasse de cette façon en Loire-Atlantique. Jérôme Dumont, sur l'intervention de Jérôme Alemany, un exemple concret d'une action portée par le département, assez innovante aujourd'hui parce que c'est dans les premiers à mettre en place, et puis avec un sujet qui fait consensus. La jeunesse, ça rassemble? Oui, alors j'étais assez sceptique quand vous avez fait la présentation, mais vous m'avez convaincu par rapport à votre démonstration. Moi, ce qui me fait peur dans Revenu Jeunes, RSA pour les jeunes, c'est enfin, un empilement, et ça a été dit lors de la première table ronde, de dispositifs qui existent, entre la garantie jeune, entre tout ce qui existe déjà. Et attention, et c'était la question que je voulais vous poser, mais vous y avez plus ou moins répondu, est-ce qu'il y a des contreparties? Parce que on a aussi, par exemple, des jeunes, enfin, on a des offres de formation qui ne sont non pourvues, des offres d'emploi qui ne sont non pourvues. Alors, on sait qu'on a des jeunes qui sont des fois éloignés de l'insertion, mais est-ce qu'il y a un vrai accompagnement, mais vous y avez répondu, pour que ces jeunes qui disposent de ce revenu s'engagent à suivre des formations, s'engagent à rentrer en insertion. Je vous donne des exemples que nous connaissons également sur la garantie jeune. Alors ça a changé maintenant, c'est plus la garantie jeune, mais on a eu des exemples de jeunes qui étaient en difficulté avec leurs parents, etc., qui ont quitté le lycée pour rentrer dans la garantie jeune, alors que ils pouvaient sortir avec un diplôme, et c'est beaucoup plus facile quand même pour s'insérer derrière, parce que on leur a promis un revenu. Et c'est ça qui, moi, m'interpelle par rapport à, on donne un revenu et finalement, il faut pas que ça aille à l'encontre de l'insertion, c'est-à-dire se former. Et si on se forme, on trouvera beaucoup plus facilement du travail derrière. Mais je comprends la réponse que vous avez apportée à une politique où il y avait un trou dans la raquette. Je pense on aura la même préoccupation que vous. Simplement, voilà, quand le Secours populaire de Loire-Atlantique nous dit qu'en 2021, il y a près de 3000 jeunes de moins de 25 ans qui ont toqué à ses portes, avec des jeunes qui sont parfois en errance, qui sont parfois qui n'existent pas au plan administratif, c'est-à-dire qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas de carte vitale. Eh bien, il faut rétablir un échange avec eux. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut voir le revenu jeune de Loire-Atlantique. C'est un SAS. C'est le SAS pendant lequel l'accompagnement et le jeune vont pouvoir rétablir des choses. Voilà. Faire le point sur la situation, rétablir des choses et dire vers quoi on va ensuite. Quand on aura tout rétabli, quand on aura récupéré des papiers, quand on aura montrer aux jeunes que il y a une possibilité, il y a une solution pour lui. Beaucoup de jeunes sont dans la défiance vis-à-vis des institutions, et les institutions, ça inclut les ça inclut non seulement les collectivités, mais les missions locales, mais les associations. Voilà, c'est histoire de leur montrer que oui, il y a des choses qui sont faites pour vous. Et puis, si ensuite, au bout de 4 mois, le jeune peut bifurquer vers un service civique, vers un contrat d'engagement jeune, mais je veux dire, on en est ravis. Voilà. Simplement, tous les acteurs nous ont dit, on manque d'un dispositif facile à mettre en œuvre, qui soit pas trop compliqué. Et bien évidemment, c'est pas comment dire, c'est pas un chèque en blanc. Le jeune de Loire-Atlantique, on l'a jamais conçu comme ça. On a la chance en Loire-Atlantique d'avoir une zone de forte dynamique économique. Hein. On est à 6% de chômage, certains secteurs moins de 5. Bon, donc voilà, et on veut continuer. Voilà, c'est pas un dispositif qui est conçu pour que le jeune reste chez lui, mais c'est une façon pour les invisibles ou voilà les gens qui sont très distants ou vraiment complètement largués de les ramener vers aussi les institutions, les sécuriser
et débuter un accompagnement qui va aller vers l'emploi, vers la formation, vers tout ce qu'on souhaite pour une jeunesse qui soit autonome, bien sûr. Merci Jérôme Alemany pour votre intervention. Merci Jérôme Dumont également pour votre présence et vos propos. Et puis on suivra, hein, le dispositif de Loire-Atlantique a été lancé seulement au début d'été, donc on suivra de près cette évaluation qui sera intéressante. Merci à vous deux d'être venus jusqu'à nous Merci en beaucoup. visio et en présentiel. J'ai promis à mon fils de 14 ans qui est en Merci. 3e que j'irai à la réunion parents-prof. Enfin, je lui ai promis. Il n'est pas forcément content que je vienne, mais en tout cas, il faut que j'y sois parce que il faut que je discute quand même avec ses profs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on peut applaudir Jérôme Dumont. Et donc, Jérôme Alemany, merci, monsieur le vice-président de Loire-Atlantique, d'avoir été avec nous en visio pour illustrer le rôle du département avec ce Revenu Jeune. Dernière partie de cette table ronde, on a eu le point de vue politique, hein, du président et vice-président des conseils départementaux. On va s'intéresser, pour terminer cette table ronde ce matin, à la formation avec le CNFPT, puis avec l'exemple de Fabienne Ménan qui est à nos côtés, qui représente l'ANDEV. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que c'est exactement, ce que vous faites, et puis vous nous donnerez le regard comme ça de votre parcours depuis 20 ans dans d'Action publique. Avant cela, Catherine Tanguy, vous êtes avec nous? Oui, en tout cas, je vous entends et à l'écran, je me vois. Et ben, on vous entend également. Je pense qu'on va vous voir dans quelques secondes. Donc, vous êtes responsable national de la spécialité éducation, animation, jeunesse au CNFPT. On va donc parler formation, bien sûr, avec vous. Valérie Becquet était avec nous hier en visio et elle disait qu'il y avait probablement un enjeu important autour des politiques jeunesse de bien accompagner ceux qui étaient au contact des jeunes. Donc, ça va rejoindre l'intervention que vous allez faire maintenant. Peut-être en préambule, rappeler à quoi sert le CNFPT, quel est votre rôle au quotidien? Alors, le CNFPT, on va parler effectivement de la structure dans laquelle je travaille, est un organisme paritaire unique et qui est, j'allais dire, dans le champ de la territoriale depuis en fait la création des politiques de décentralisation et même un petit peu avant. Et cet organisme a 3 missions essentielles. La première, c'est d'observer effectivement l'évolution des métiers et donc derrière des compétences des agents territoriaux qui travaillent dans les collectivités locales sur toutes les strates. La deuxième chose, c'est à partir de ces observations aussi de regarder, comment dirais-je, la manière dont évoluent les métiers et donc de les accompagner en matière de formation. Et là, donc, on reviendra là-dessus, je pense, tout à l'heure. Et puis, le troisième volant, c'est d'organiser, en fait, des concours pour les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale. Voilà. C'est donc un organisme qui, véritablement, observe, veille, traduit ce qu'il observe et la veille qu'il effectue sur l'évolution des métiers territoriaux et met en place, effectivement, et on va le voir au plus près des collectivités locales et des agents aujourd'hui, des formations ad hoc pour pouvoir accompagner les agents dans leurs activités quotidiennes et dans leur situation de travail. Voilà. Alors, vous avez évoqué rapidement l'évolution des métiers que vous accompagnez, que vous suivez. Forcément, c'est un sujet qui nous intéresse puisque ce matin, on regarde depuis ce matin comment les politiques jeunesse ont évolué au fil des années. Comment vous jugez-vous cette évolution? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que c'est un sujet de plus en plus important sur lequel on vous sollicite? Est-ce que vous sentez qu'il y a une meilleure professionnalisation peut-être de ce que vous proposez dans les formations, dans ces métiers qui sont beaucoup plus divers, beaucoup plus nombreux aussi maintenant sur les territoires, avec des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années? Alors, le champ, en tout cas, nous, quand on parle de politique jeunesse, on s'adresse à plusieurs métiers, en fait. Des métiers qui sont dans le champ de l'action, on l'appelle comme ça en tout cas, hein, l'action éducative, c'est-à-dire essentiellement les collègues qui travaillent dans les services éducatifs, que ce soit dans les communes, que ce soit après dans les services jeunesse des départements et des régions. Je vous ai entendu donc toute la matinée, voilà. Mais on a aussi des collègues qui peuvent intervenir sur le champ de la laïcité, par exemple, plutôt du côté de volant juridique. On a des collègues dans le champ du sport, on a des collègues dans le champ social, je parle là des collègues territoriaux qui interviennent chacun à leur niveau avec leurs compétences auprès des jeunes. Voilà. Donc, et le CNFPT va les accompagner sur leur activité, sur leur métier professionnel, lorsque ceux-ci, effectivement, ont des problématiques plus précises à gérer avec les politiques jeunesse et avec les publics jeunes. Vous avez parlé de territoire aussi rapidement. C'est aussi un sujet de préoccupation avec la nécessité d'être proche des territoires. Comment vous faites pour répondre aux besoins des territoires?
Alors, bonne question. On est implanté sur tous les territoires, et ce depuis donc la création du CNFPT, par des délégations régionales. Et on intervient donc à la demande des collectivités territoriales du territoire régional dans lequel nous sommes, avec des antennes d'ailleurs. Donc parfois les régions sont très vastes, et donc on a donc une proximité, on va dire géographique, avec des collègues qui sont donc en dialogue avec les, comment dirais-je, les équipes et les élus aussi de ces collectivités territoriales pour les accompagner, tout simplement à leur demande dans leur service sur des problématiques effectivement sur lesquelles ça peut relever de la formation, et évidemment, voilà, on y répond. De la même manière, au niveau plus national, et c'est celui que je représente aujourd'hui, c'est-à-dire moi je représente le réseau en fait des collègues qui sont sur les territoires et qui travaillent auprès des agents territoriaux et des comment dirais-je, et des collectivités. Au niveau national, on a un rôle, on va dire, de cohérence, rendre effectivement lisible aussi l'offre de services globale, qui n'est pas que de la formation, on va le voir tout à l'heure à travers un document que je partagerai, l'offre de services effectivement que le CNFPT propose aujourd'hui, au-delà de son intervention directe dans les services, sous forme effectivement d'information et de formation, donc de stage. Voilà. Donc, on sait effectivement maintenant ce qu'est le CNFPT, un peu plus pour ceux qui ne le savaient pas. Comment les formations, l'accompagnement que vous proposez, comment vous construisez ça? On a forcément dans la salle beaucoup d'acteurs des politiques jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez maintenant, voilà, concrètement, peut-être avec la présentation que vous avez, le bouquet de services global. Alors, je vais essayer que de le vous avez partager. comme... Je tente le partage. Et vous allez me dire si vous le voyez. Dites-moi tout. Je vous vois moins bien. C'est parfait. Vous voyez, effectivement. Donc, en fait, c'est ce que je voulais proposer. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs des Noches Pro, bien entendu, de nous accueillir effectivement aujourd'hui, particulièrement, ce qui n'est jamais le cas jusque-là. On est là depuis déjà quelques années, mais on est sur cette table ronde et ça me permet donc de présenter l'offre de services dont je parlais tout à l'heure. Alors, vous avez un QR code, en fait, en bas du document. J'espère que vous le voyez bien dans la salle. Ce QR code, en fait, c'est celui qu'il faudra utiliser pour pouvoir rentrer, en effet, dans les différentes rubriques que j'ai construites avec les collègues pour vous proposer, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait en matière d'accompagnement, d'information et de formation pour les agents territoriaux. Je voudrais, puisqu'on parlait de proximité tout à l'heure, et vous allez me dire en même temps si ça marche, rentrer dans un premier document. Ah ben non, ça va pas marcher parce que évidemment, je suis pas sur mon écran. Hop, je vais essayer de balancer sur l'autre écran mon onglet. Voilà, on va y arriver. Une carte, vous la voyez, la cartographie, dites-moi. Oui, parfait. Suffisamment. Voilà. Et ben, vous voyez, c'est l'illustration par dessin de la présence du CNFPT dans les territoires, et dans le document que je vous ai partagé, ce bouquet de ressources, c'est ainsi qu'on l'appelle. Vous avez là sur la droite les coordonnées des collègues qui sont donc les interlocuteurs des agents et des collectivités dans les territoires. Et on couvre évidemment, je tenais aussi à le préciser, les territoires ultramarins que vous voyez, autant que la métropole française. Voilà, ça c'est la première chose. Je reviens donc, normalement, vous devez vous retrouver le bouquet de ressources, vous me le dites, parce que moi c'est un tout petit. Oui, c'est bon. Je le vois dans la salle, c'est bon. Alors, après avoir effectivement retrouvé dans ce bouquet les contacts que vous pouvez avoir au CNFPT, il y a une partie information qui est en bas ici, je ne sais pas si on voit mon curseur, en bas à droite du document, de l'information sous forme d'un document. On peut essayer de rentrer dedans, là encore, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, un document ici qui n'est jamais que ce qu'on appelle une lettre d'information. Voilà, c'est sur notre site internet et c'est la page du site internet que je viens de vous montrer. Il y a un autre onglet à côté qui est en fait beaucoup plus interactif, et là j'invite les collègues à s'y inscrire. Ce sont les e-communautés, je vais essayer là encore de les partager. Les communautés du CNFPT thématiques en fait, et on en a une, on en a même deux sur le champ de l'éducation, mais je vais particulièrement parler de celle qui s'appelle politique éducative, parce que c'est là qu'on peut retrouver effectivement des échanges en fait, comme un réseau social, d'information et de formation sur sur les politiques jeunesse. Voilà les espaces. Là, on est donc plutôt sur la boîte. Maintenant, dans ce bouquet de ressources, je voulais aussi montrer à tous les collègues quelque chose qui est classique, en fait, que tout le monde connaît en règle générale, mais je l'ai repris ici et on l'a particulièrement ciblé pour votre événement. C'est l'offre de formation avec tous les stages qui sont listés. Je vais
pas le faire ici, mais toute l'offre de formation qu'on peut retrouver dans le champ de l'éducation, l'animation jeunesse. Au-delà de ce catalogue, vous trouvez aussi évidemment dans d'autres secteurs, je sais pas, je vais parler par exemple du sport, je vais parler du secteur bâtimentaire, ou je vais parler du secteur juridique. Vous avez des formations pour les collègues qui sont sur ces comment dirais-je, sur ces fonctions-là, de l'offre qui peut effectivement concerner la mise en place, par exemple, des politiques ou la mise ou le suivi des politiques jeunesse. Voilà. Et puis, j'ai mis au milieu, je ne vais pas le faire, mais vous voyez, effectivement, on a sur votre droite des afternaires, on les a appelés comme ça, ce ne sont jamais que des webinaires, une fois par mois, que vous retrouvez d'ailleurs en termes d'enregistrement dans la e-communauté, des webinaires sur un certain nombre de thèmes dans le champ de l'éducation, de l'animation et de la jeunesse. Le prochain, qui va avoir lieu dans 2 semaines, va être sur la question de la persévérance scolaire, par exemple. Donc, la question de la jeunesse est intégrée, la persévérance scolaire avec un focus à partir du Canada. Vous avez aussi donc sur la e-communauté ou sur le site internet la possibilité d'écouter des podcasts. Le dernier, c'est sur les cités éducatives. Et puis, il y a toujours un dialogue entre un scientifique ou comment dirais-je, j'oublie mon terme, mais bref, on va dire un scientifique qui parle de la problématique dans sa globalité en matière de recherche, voilà, un chercheur, c'est le terme que je cherchais, et puis un agent territorial, souvent un cadre, qui va dire comment dans sa collectivité est gérée la problématique dont on parle. Et puis enfin, on invite sur des capsules que vous voyez en dessous, on fait des one-shots en fait sur une thématique d'actualité. Par exemple, une des prochaines sera sur la question du recrutement des animateurs, des jeunesses, mais pas que, les animateurs aussi dans le champ périscolaire et la difficulté avec laquelle aujourd'hui, effectivement, les collectivités ont du mal à fournir et à garder leurs équipes sur ce métier. Voilà. Sujet d'actualité, effectivement. Merci beaucoup. Donc, le petit visuel que vous avez ici à l'écran, vous l'avez dans la plaquette, le programme Neuge Pro qu'on vous a remis. Donc, vous retrouverez tout dessus. cnfpt.fr, c'est le site internet si vous voulez plus d'informations. Et puis, du coup, il me reste à vous remercier, Catherine Tanguy, d'être intervenue en distance pour nous présenter le bouquet de services beaucoup plus large que ce qu'on peut peut-être parfois avoir en tête. Donc, un grand merci à vous. Merci. Et puis, bonne Neuge Pro à tout le monde. Au revoir. Merci. On va finir avec vous, Fabienne Ménan, avant de laisser le mot de la fin tout à l'heure à Rémi et Iban pour qu'ils nous disent un peu comment ils ont vécu ce matin et tout ce qui phosphore pour essayer d'accompagner au mieux les jeunes. Vous êtes responsable des affaires scolaires et périscolaires donc à la mairie de Saint-Chamond, pas très loin d'ici dans la Loire, et vous représentez aujourd'hui l'ANDEV. Alors l'ANDEV, c'est quoi ? Alors l'ANDEV, c'est l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation. Alors, éducation au sens large. C'est pour ça que, voilà, depuis la décentralisation, on a une évolution de ce terme. On a une terminologie qui a été changée au niveau de l'association. Parce qu'aujourd'hui, on regroupe plus de 600 membres qui sont issus des collectivités mairies de moyenne strate jusqu'à des grandes villes et jusqu'à des départements. Et on est en train de voir pour un comité de région. C'est quoi les grands enjeux sur lesquels vous travaillez ou quand vous vous retrouvez entre collègues au niveau national, vous vous dites allez, ça, il faut qu'on avance dessus parce qu'il y a des enjeux, c'est important, il y a des attentes? Alors, je dirais que l'ANDEV, elle est. Alors, je fais un peu le lien avec la présentation de Catherine Tanguy précédente. C'est qu'on est reconnu comme organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a une convention nationale avec le CNFPT qui nous permet d'intervenir et de monter des programmes de formation. On l'a vu tout à l'heure, des programmes de formation qui sont à l'écoute des professionnels. On est une association qui est organisée au niveau national, mais aussi au niveau régional. C'est-à-dire qu'au niveau national, on fait partie d'instances. On est associé par les ministères, on est associé par des institutions comme la CAF, comme d'autres institutionnels qui nous sollicitent pour avoir des interventions avec notre expertise professionnelle. Voilà, sur les différents domaines. Et puis après, on est aussi, on participe avec le CNFPT donc en plein de formations et à la mise en place des formations. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels sont dans les organisations de formation. Dire que l'ANDEV est à l'origine des réflexions, non. On participe aux réflexions justement et on est associé à ces réflexions avec notre vision d'entrée terrain. Voilà.
quand on dit qu'on est au niveau national, c'est cet angle-là. Quand on dit qu'on est au niveau régional, c'est de garder un lien avec la proximité, avec le terrain. Et justement, au niveau des régions, c'est de se réunir. Il y a un site, vous le verrez tout à l'heure, hein, il y a une plaquette. Il y a un site, l'Andev, c'est des webconférences. C'est une lettre d'information, c'est des expériences qui sont mises en ligne pour les adhérents, c'est un congrès qui va avoir lieu au mois de décembre. Voilà, c'est cette organisation-là qui nous permet, je dirais, d'échanger. C'est un réseau d'échange, de pratiques professionnelles et de réflexion. Donc, décembre, c'est à Évian et le thème, c'est agir pour l'égalité des genres. C'est ça? Oui, dans l'éducation. Vous avez beaucoup parlé du fait d'amener des éléments de terrain que vous faites remonter et sur lesquels vous discutez ensemble de ces sujets. Sur le terrain, vous, à Saint-Chamond, justement, sur les sujets qu'on a évoqués depuis ce matin, notamment sur la transversalité, sur le fait que c'est des sujets qu'il ne fallait pas traiter en silo, comment vous le vivez-vous dans vos services? Alors, en préambule, si vous le permettez, moi, je veux dire que j'ai une expérience dans les collectivités et des collectivités de différentes strates. Ce que je retiendrai, c'est que les métiers de l'éducation, ils ont évolué. Les lois de décentralisation ont donné l'éducation au sens strict, compétences pour les mairies, hein, éducation, école du premier degré. Compétences bâtimentaires, compétences relations avec l'éducation nationale, des projets avec l'éducation nationale, mais on était dans ce prisme-là, entrée, éducation nationale, voilà. Ça a énormément évolué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on parle plus de direction éducation, mais on parle d'une direction petite enfance, éducation, jeunesse, vie scolaire. Et là, on élargit totalement notre champ d'intervention et de compétences. Donc, ce qui veut dire qu'on a à la fois une politique qui devient plus globale, une vision plus globale de l'enfant et du jeune, et à la fois, au niveau professionnel, il a fallu s'interroger. C'est-à-dire que cette compétence, il a fallu aller la chercher. Il a fallu aller la construire. Et bien sûr, une compétence, elle se construit jamais seule, c'est-à-dire qu'il a fallu associer. Alors, quand on dit associer des acteurs, on l'a vu tout à l'heure, hein, associer des acteurs, c'est déjà, moi je mettrais un préambule, c'est déjà savoir les identifier. Et c'est un petit peu sur Saint-Chamond ce qu'on a essayé de faire. On vient de lancer, par exemple, la réécriture du PEDT, projet éducatif de territoire. La première chose qu'on s'est dite, on l'écrit, mais comment on va l'écrire et avec qui? Et le précédent, on savait qu'il y avait un document et ce document, il était resté, comme on l'a dit hier, hein, dans les armoires, dans les rayons. Il vivait pas ce PEDT. Aujourd'hui, on a construit ce PEDT avec des acteurs, mais des acteurs du territoire. Et alors, c'est des longues démarches, hein, ça demande du temps, mais je pense que c'est du temps de gagner pour ensuite, parce que on construit avec. Et construire avec, alors moi, j'ai pas la science infuse et ce n'est qu'une expérience et je veux dire, chaque territoire a sa spécificité. Moi, j'avais proposé de réunir l'ensemble des directions de notre ville, parce que Saint-Chamond, c'est 35 000 habitants, c'est la deuxième ville de la Loire, et de réunir l'ensemble des acteurs de notre institution pour autour de la table, on se dise quels sont les acteurs avec qui nous travaillons au quotidien et quels sont ceux qui agissent auprès de l'enfant ou du jeune. Et on s'est réunis et justement, on a identifié ces acteurs. Et quand on a fait une carte de l'ensemble de ces acteurs, on s'est aperçu que nos champs d'intervention étaient énormes avec les acteurs. Et c'est l'idée de construire ensemble. Alors, le construire ensemble, c'est pas simple. Parce que chaque collectivité ou chaque acteur veut garder son, entre guillemets, hein, son pouvoir de décision. Et c'est de faire tomber cette volonté de garder le pouvoir pour aller vers la construction globale et collective. C'est que chacun a le droit à la parole, mais chacun a le droit à la parole au même niveau. Au même niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans nos organisations territoriales. Moi, quand j'ai voulu monter cette organisation, je me suis trouvée confrontée à une organisation très administrative de la mairie. Chacun est dans son champ d'action.
dans des champs d'action qui ne se parlent pas forcément entre eux. Quand on parle culture, quand on parle sport, quand on parle éducation, on n'a pas l'habitude de forcément travailler ensemble, et que cette transversalité-là, déjà dans notre organisation institutionnelle, il faut la porter avant d'aller vers l'extérieur, vers d'autres acteurs. C'est vous qui jouiez le rôle de chef d'orchestre. Quand je dis vous, c'est la mairie. Tout à C'est une fait. place que vous avez pris en termes de légitimité assez facilement. Alors, on est resté interne dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur notre mode de fonctionnement administratif au niveau des différentes directions. Là, aujourd'hui, on a une direction enfance-jeunesse, petite enfance, jeunesse, vie scolaire, que je pilote actuellement. Mais dans l'idée, on va chercher nos collègues de la culture, on va chercher nos collègues du sport. Et c'est pas forcément le directeur, et je vais en venir là aussi, c'est que dans notre façon de piloter des projets, il faut identifier la direction pilote et il faut identifier le directeur de projet. Et le pilote de projet n'est pas forcément le directeur de la structure institutionnelle. Piloter, c'est organiser, c'est échanger, c'est aller construire la transversalité. Et ça, je pense que dans notre fonctionnement, alors au niveau des mairies, je pense que je ne vais pas parler des départements ou régions, même si j'ai une expérience professionnelle en région, parce que c'est beaucoup plus compliqué. En mairie, je pense qu'on a la chance d'être encore dans une échelle où on arrive à se mettre autour de la table et de construire ensemble. Sur des échelons plus macro, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a des enjeux de pouvoir. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure le président du conseil départemental de la Meuse avec, voilà, et ce que disait Marie-Pierre Montoro-Sadou, vice-présidente de la région aussi, en disant, nous, région, on est arrivé à porter des actions hyper structurantes, importantes, avec la carte notamment, qui a reconnu des jeunes, où l'échelle régionale était vraiment la bonne. Et puis le président du département qui dit, pour cette action-là, moi, j'ai l'impression d'être le bon interlocuteur. Et puis il y a des choses qu'il a fait décider aussi sur le terrain. Ça fait 2 ans que vous êtes à la tête du service, donc à la mairie. Si vous y êtes encore peut-être dans quelques années, allez à 5 ans, quels sont les sujets prioritaires, selon vous, que vous allez avoir à travailler avec vos équipes, en dehors de la transversalité et du travail interservice que vous avez évoqué? S'il y a 1 ou 2 axes où vous dites, ça, il va falloir que j'y m'attelle parce que je pense que le futur de mon service, il doit passer par là, ça serait quoi? Alors, moi déjà, je vois un enjeu sur les recrutements. Sur, quand on voit le temps de l'enfant comme il est dans les collectivités, on commence à 7h30, voire 7h30 le matin, on finit à 18h30 et une mairie prend en charge la totalité de la journée de l'enfant. Et on s'aperçoit qu'on est sur des postes, et c'est, enfin, avec le CNFPT, il faut qu'on avance là-dessus. On est sur des agents qui vont intervenir de façon très ponctuelle sur les champs très segmentés, restauration, périscolaire du matin, périscolaire du soir. Et c'est donner quelle est la cohérence qu'on peut apporter. Déjà, le problème de recrutement, parce qu'on s'aperçoit que travailler sur un mi-temps, travailler sur... Voilà, c'est très complexe de recruter. Et puis après, il y a la compétence. Comment on recrute des gens qui ont une capacité à... Donc recrutement, max 1. S'il y en avait un deuxième? Le deuxième, c'est... Enfin, troisième presque, transversalité, recrutement. La multiplication des acteurs. Moi, je mettrais... ça, c'est une difficulté, parce que la multiplication des acteurs, il faut savoir la gérer. Et comment la gérer? Alors, oui, on met en place des copiles, on met en place des cotec, où voilà, on est tous autour de la table et on essaie de discuter ensemble. Mais n'empêche que c'est toute une difficulté de se dire quels sont les axes et nos priorités et comment on les construit ensemble. On l'a bien vu tout à l'heure dans l'exemple qui nous a été donné, c'est que sur une petite échelle, on arrive à se parler, il y a moins d'enjeux de pouvoir. Quand on commence à rentrer dans des strates de collectivité où il y a des notions un petit peu plus politisées, c'est complexe. Merci beaucoup pour votre intervention et pour l'illustration sur le terrain, pas très loin d'ici à Saint-Chamond. Pour conclure cette table ronde, ma parole à Rémi et à Iban. Vous avez entendu beaucoup de choses depuis 9h30 ce matin, sur lesquelles vous avez déjà réagi, d'autres un peu moins. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous avez pu entendre, peut-être de cette diversité d'acteurs qui tournent autour de ces sujets et qui essayent de faire le maximum pour accompagner les jeunes enfants et jeunes? Iban. Déjà, premièrement, c'était très enrichissant. Il y avait des sujets où on était plus ou moins à l'aise. Et du coup, ça nous a, déjà, on va ressortir d'ici plus enrichi. Et déjà, ça, c'est important parce que j'étais aussi venu là pour ça.
Donc voilà, déjà merci à tous et puis voilà, c'est Rémi? Moi aussi très enrichi de cette rencontre, voilà et ensuite, je me répète encore, mais continuer la communication et faire ensemble pour faire bouger les choses correctement pour les 2 côtés. Vraiment le communication, information qui est vraiment beaucoup ressorti. Merci Rémi, merci Ivan pour votre vision. Merci beaucoup à vous, Madame Ménan. On peut applaudir.